Elle m'a crié dessus le jour de mon anniversaire, puis s'est figée, m'a regardé et a murmuré « Je t'aime encore ». N'allume pas ça. C'est ce qu'elle a dit. Sèchement, comme si la flamme l'offensait. J'étais accroupi près du gâteau, une allumette à la main, souriant comme un idiot. Ce n'était qu'une seule bougie. Une flamme, un vœu. Elle n'a pas dit joyeux anniversaire. Elle n'a pas souri. Elle ne m'a même pas regardé. Elle est juste passée en trombe, ses talons claquant durement contre le sol, comme si elle en voulait à la maison d'exister. Je me souviens que j'étais encore à genoux, tenant l'allumette, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. J'étais seul à ce moment-là, dans le silence, à fixer un gâteau que je m'étais acheté. Le genre qu'elle avait l'habitude de faire elle-même. Le genre avec lequel elle avait l'habitude de m'étaler du glaçage sur le nez. Cela semblait appartenir à une autre vie. Depuis le salon, je l'ai entendue jeter ses clés bruyamment, comme si elle voulait qu'elle marque un point. Puis sa voix, plate et épuisée. « Tu as sérieusement pris ta journée pour ça ?» Mes doigts ont tressailli. L'allumette s'est consumée et m'a brûlé la peau. Je l'ai secouée pour l'éteindre et je me suis levé. Je pensais qu'on passerait la soirée ensemble, dis-je prudemment. Trop prudemment, comme si chaque mot que je prononçais dernièrement risquait de la faire exploser. Comme avant. C'était ça. Ça a été le déclencheur. Elle s'est retournée et a tout déballé. Je ne peux pas faire ça, a-t-elle lancé. Ce cinéma où je rentre à la maison et tu as joué au couple parfait comme dans une comédie romantique pathétique. Tu penses que ça arrange quoi que ce soit? Toi, assis là comme un chiot battu avec une bougie et une assiette? Ma gorge s'est nouée. Je ne savais pas quoi dire. Je ne pense pas qu'il y avait quoi que ce soit que j'aurais pu dire. La pièce semblait trop grande, trop froide. La flamme de la bougie vacillait encore, comme si elle non plus ne réalisait pas qu'elle n'était pas la bienvenue. Et puis elle m'a vu. Je veux dire, vraiment vu. Mon expression, mes mains, peut-être la façon dont mes épaules se sont affaissées comme si ces mots avaient un poids. Peut-être trop de poids. Son ton s'est adouci instantanément. Oh, Everett. Attends. Je ne le pensais pas comme ça. Je suis juste fatigué. Je t'aime, d'accord? Je voulais la croire. Vraiment. Mais alors qu'elle s'éloignait, j'ai remarqué que son téléphone s'allumait sur le comptoir derrière elle. Un message. Juste un flash rapide. Mais le nom n'était pas le mien. C'était Kellen. Et ça disait, tu lui as fait ton discours? Lol. Dis-moi la tête qu'il faisait quand tu l'as dit. Je suis resté là, clignant des yeux devant son téléphone comme s'il venait de m'insulter en face. Tu lui as fait ton discours? Cette seule phrase tournait en boucle dans ma tête comme une chambre d'écho cruelle. Elle a appelé ça un discours. Quelque chose de planifié, de scripté, quelque chose de partagé avec quelqu'un d'autre. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas respiré. J'ai fixé ce message jusqu'à ce que l'écran s'éteigne, cachant la preuve comme si elle n'avait jamais existé. Elle était déjà allée dans la chambre, marmonnant quelque chose à propos d'une douche nécessaire, enlevant son manteau comme s'il lui pesait. Je suis resté dans la cuisine, entouré par le silence, le glaçage, et cette douleur dans mon estomac qui me disait tout ce que je ne voulais pas croire. Je savais que je ne devrais pas, mais j'ai pris son téléphone, les mains tremblantes, le souffle coupé. Je l'ai ouvert. Pas de mot de passe. Elle n'en a jamais eu besoin avec moi. C'était ça, la vraie blague. Il y avait des messages, des dizaines, certains supprimés, d'autres encore là comme si elle avait oublié ou ne se souciait pas que je les voie. La conversation avec Kellen remontait à des semaines, des mois. Ce n'était pas explicite. Elle n'était pas si négligente. Mais ce n'était pas nécessaire. Le ton seul disait la vérité, la façon dont elle parlait de moi avec lui, comme si j'étais un simple papier peint fade en arrière-plan de sa vie. Il m'écrit encore des petits mots et les laisse près de mon oreiller, a-t-elle texté. Je pense que c'est censé être romantique, mais j'ai l'impression que c'est un gamin qui essaie de réparer un jouet cassé. Kellen a répondu, c'est ce que ça te coûte d'avoir épousé un intello poète. Il va probablement t'écrire une dissertation pleine d'émotions quand tu le quitteras. Et elle a ri. Elle a tapé, je sais. Ce rire m'a anéanti. Non pas parce qu'elle en avait un avec quelqu'un d'autre, mais parce que cela signifiait qu'elle n'en avait plus pour moi. Mon visage, dans le reflet de la vitre du four, semblait pâle, plus petit.
Mes épaules s'étaient recroquevillées sans que je m'en rende compte. Je détestais mon apparence de faiblesse, comme si je me repliais sur moi-même, comme si qu'Hélène et Belle avaient déjà réécrit mon histoire, et que je n'en étais qu'une triste note de bas de page. Je n'ai rien dit cette nuit-là. Je me suis glissé dans le lit à côté d'elle comme un fantôme. Elle s'est détournée de moi, a dit « Joyeux anniversaire » d'une voix qui ne m'a pas du tout touché, et s'est endormie en quelques minutes. J'ai fixé le plafond, les doigts crispés sous les draps, répétant silencieusement un discours bien à moi. Mais je ne l'ai pas prononcé. Pas encore. Au lieu de cela, le lendemain matin, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais pensé faire. J'ai prétexté être malade pour ne pas aller travailler, j'ai traversé la ville en voiture et je me suis garé à 2 rues d'une salle de sport où je n'avais jamais mis les pieds. Celle que Belle jurait n'utiliser que pour le yoga. Celle où qu'Hélène travaillait. Et j'ai attendu. De l'intérieur de ma voiture, la salle de sport avait l'air douloureusement ordinaire. De grandes fenêtres en verre, des briques grises, une enseigne générique. Mais en sachant ce que je savais maintenant, l'endroit dégageait une sorte de trahison silencieuse. J'étais assis à 2 pâtés de maison de là, avec un café tiède que je ne buvais pas et l'estomac rempli d'une angoisse diffuse. Je me disais que je ne faisais rien de mal. Je ne la harcelais pas. Je ne perdais pas le contrôle. J'avais juste besoin de le voir. Qu'Hélène, l'homme qui se moquait de moi dans les messages. L'homme qui faisait que ma femme regardait son téléphone comme elle me regardait autrefois. 1 heure a passé. Rien. Je n'arrêtais pas d'imaginer les pires scénarios. Lui arrivant avec Belle. Eux s'embrassant sur le parking. Elle riant de quelque chose de stupide qu'il aurait dit pendant que je fondais derrière un pare-brise comme un lâche. Mais quand il est finalement apparu, ce n'était pas comme ça. Il est sorti seul, grand, suffisant, avec des lunettes de soleil stupides. Il n'était pas habillé comme un entraîneur, plutôt comme un homme qui voulait attirer l'attention, mais n'avait pas besoin de faire d'efforts pour ça. Il s'est tenu près de sa voiture, parlant à quelqu'un au téléphone. Même de loin, je pouvais voir qu'il était détendu, les épaules relâchées, avec ce sourire paresseux qu'il a probablement sorti de toutes les erreurs qu'il a jamais faites. Je ne pouvais pas entendre sa voix, mais je n'en avais pas besoin. Son langage corporel en disait assez. Il ne se demandait pas s'il avait été découvert. Il n'était pas nerveux. Il n'avait aucune crainte. Il avait déjà décidé que je ne comptais pas. Quand il a ri et s'est appuyé contre sa voiture, j'ai su qu'il parlait avec elle. Ce rire était trop familier, trop rodé. C'était le même rire qu'elle avait avec moi avant que tout ne commence à déraper. Je ne suis pas sorti. Je ne l'ai pas confronté. Qu'aurais-je pu dire de toute façon? Et, j'ai lu vos textos. Le mien ne couche pas avec ma femme. Je suis juste resté assis là, sentant quelque chose se fissurer lentement en moi. Pas comme du verre, mais comme de la glace. Une lente fracture qui se propageait et rendait tout plus froid. Il est parti après quelques minutes, et je suis resté garé pendant 20 minutes de plus, à ne rien regarder. Pensant à quel point les choses avaient dérivé sans que je m'en aperçoive, à comment je m'étais accroché à quelqu'un qui avait déjà lâché prise. Et le pire de tout, c'est que je n'étais toujours pas en colère, pas comme j'aurais dû l'être. Au lieu de ça, j'avais honte. Honte de l'aimer encore autant. Honte que même maintenant, je m'accroche à des brides d'espoir comme un homme qui se noie avec une photo à la main. J'ai conduit lentement vers la maison, essayant de me convaincre que je pouvais faire semblant encore un peu. Mais quand je suis entré, quelque chose avait changé. L'air semblait différent. Pas seulement plus vide, mais perturbé. Comme si quelqu'un avait déplacé des choses pendant mon absence. Ses clés n'étaient pas au crochet. Une paire de talons manquait. Un tiroir dans le couloir était légèrement ouvert. Ça m'a frappé comme une gifle que je n'ai pas vu venir. Elle n'était pas au travail. Elle était partie avant moi ce matin-là. Elle avait dit qu'elle avait des réunions. Mais si qu'Hélène avait été à la salle de sport, où était-elle? Je me tenais dans notre couloir, entouré de signes que je ne pouvais plus ignorer. Et quelque chose en moi a finalement basculé. Je n'allais plus poser de questions. J'allais obtenir des réponses. Ça a commencé comme une idée à moitié formée. Une de ces pensées silencieuses que vous essayez immédiatement de repousser parce qu'elle semble mauvaise, intrusive, mais elle ne disparaît pas. Elle persiste dans les coins de votre esprit jusqu'à ce qu'elle semble raisonnable, voire nécessaire. C'est ce qui s'est passé avec l'enregistreur vocal.
Je l'avais acheté il y a 2 ans quand je pensais que j'allais commencer un podcast, à l'époque où je croyais encore aux projets personnels et aux rêves tranquilles. Il était resté dans le tiroir de mon bureau, enfoui sous des lettres de refus d'agents littéraires et des garanties pour des appareils que nous n'avions plus. Cet après-midi-là, après être revenu du parking de la salle de sport, je l'ai sorti, je l'ai chargé et j'ai fixé la lumière rouge clignotante pendant 15 minutes d'affilée. Mes mains tremblaient quand je l'ai finalement placé sous la commode de notre chambre, caché entre de vieilles chaussettes et une boîte à chaussures vide. Un geste de lâche, peut-être. Mais demander directement à Belle était devenu comme toucher un nid de frelons à main nue. Elle est rentrée tard à nouveau. Pas d'explication, pas de culpabilité dans ses yeux. Elle m'a embrassé sur la joue comme si de rien n'était. Comme si j'étais encore l'homme qu'elle avait choisi au lieu de celui avec qui elle s'était résignée. Je suis allé me coucher tôt, faisant semblant de dormir pendant qu'elle restait éveillée à faire défiler son téléphone. La lueur bleue de son écran vacillant sur le plafond comme une sirène. Le matin, je suis parti tôt pour un faux rendez-vous. Je lui ai dit que je rentrerais tard. Ce n'était pas le cas. Je suis juste resté assis dans ma voiture au coin de la rue, à regarder les fenêtres de ma propre maison comme un étranger. Elle n'est pas sortie. Vers midi, une voiture s'est garée dans l'allée. Pas qu'Hélène, quelqu'un d'autre. Un type avec un sweat à capuche anthracite et un jogging gris. Il n'est pas resté longtemps. 20 minutes tout au plus. Je ne pouvais pas voir clairement, mais je n'en avais pas besoin. J'avais ma réponse. De retour à l'intérieur, j'ai récupéré l'enregistreur avec des mains qui ne semblaient plus être les miennes. J'ai écouté dans le garage, assis sur le sol froid. Les genoux ramenés contre ma poitrine comme si j'avais 10 ans. L'enregistrement était faible, plein de bruit de fond et du bourdonnement de la vie qui continuait sans moi. Mais je l'ai entendu, sa voix douce d'abord, puis plus claire. « Je t'avais dit de ne pas venir aujourd'hui », a-t-elle murmuré, puis le rire d'un homme. Pas qu'Hélène, quelqu'un d'autre. « Détends-toi. » Il est parti, non ? Une pause. Il part tout le temps. C'est ça le problème. Mon cœur s'est brisé. Pas à cause de la trahison, mais à cause du calme dans sa voix. Elle n'était pas paniquée. Elle n'était pas en conflit. Elle était installée dedans. Comme si cela durait depuis assez longtemps pour que la peur s'estompe. Puis vint le pire. L'homme. Tu penses qu'il se doute de quelque chose ? Sa réponse, après un bref silence. Même s'il s'en doute, qu'est-ce qu'il va faire, sérieusement ? Cette seule phrase a tourné en boucle dans mon esprit bien après que l'enregistreur se soit tu. Elle ne faisait pas que me tromper. Elle n'était pas simplement tombée en désamour. Elle avait déjà fait une croix sur moi. Un homme trop passif, trop doux, trop absorbé par ses vœux pieux pour jamais se défendre. Et peut-être qu'elle avait raison. Mais quelque chose en moi a changé ce jour-là. J'étais toujours le même homme. Le type qui laissait des mots d'amour, qui organisait des dîners, le rêveur. Mais maintenant, j'étais aussi un homme avec un plan. Et pour la première fois depuis des mois, je n'attendais plus seulement d'être entendu. J'allais rassembler chaque pièce, chaque mot, chaque mensonge. Et quand j'aurais fini, elle ne le verrait pas venir. Le lendemain matin, elle est partie en vitesse. Elle a prétendu être en retard pour une réunion stratégique, ce qui était sa nouvelle excuse favorite dernièrement. Je l'ai regardée depuis la fenêtre de la cuisine alors que sa voiture sortait de l'allée. J'ai attendu 3 bonnes minutes. Puis je suis allé dans la chambre, j'ai ouvert le tiroir de sa table de chevet et j'ai sorti la seule chose qu'elle n'a jamais pris la peine de cacher. Une simple enveloppe blanche avec mon nom dessus, de son écriture. Elle était là depuis 2 jours. Une carte d'anniversaire, non ouverte, non offerte, oubliée. Pendant une seconde, j'ai pensé que ce serait peut-être ça. Que peut-être à l'intérieur, je trouverais quelque chose de réel. Un éclat de la femme que j'avais connue. Des mots qui n'étaient pas empreints de mépris ou d'obligation. J'ai ouvert l'enveloppe, en essayant de ne pas la déchirer, car quelque part au fond de moi, une partie brisée de moi pensait encore qu'elle pourrait être spéciale. La carte était générique, message préimprimé, à peine personnalisé, Justin, je t'aime B, écrit à la hâte. Mais ce ne sont pas les mots qui m'ont anéanti. C'est ce qui en est tombé. Un reçu d'hôtel plié, daté de 3 jours avant mon anniversaire. Chambre 216. Arrivée 15h14. Départ 11h02. 2 clients. Le nom sur la réservation n'était pas le sien.
Ce n'était pas non plus celui de Kellen. C'était Jonas Rivera. Je me suis assis sur le bord du lit, fixant ce nom comme s'il contenait un sens que j'étais censé comprendre. Jonas. Je ne l'avais jamais entendu mentionner un Jonas de tout le temps où nous étions mariés. Pas une seule fois. J'ai vérifié ses contacts. Pas de Jonas, pas de Rivera. Rien qui ne puisse même laisser deviner qui était cet homme. Alors, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais pensé faire. J'ai ouvert son ordinateur portable. Il était synchronisé avec son Gmail. Elle n'avait aucune idée que je connaissais même le mot de passe, mais c'était le cas. Elle avait dit un jour qu'elle utilisait la date d'anniversaire de sa mère pour tout. Je m'en suis souvenu. Et c'était là. Une chaîne de mai. Des centaines d'entre eux, classés dans un dossier caché nommé « Marée ». Comme une blague entre eux que je n'étais pas censé comprendre. Les messages étaient soigneusement écrits, vagues, codés, jamais explicites. Mais ils dressaient un tableau clair. Jonas n'était pas une aventure. Il n'était pas nouveau. Il était en arrière-plan de notre vie depuis plus d'1 an. Il parlait de moi comme si j'étais un vieux meuble dont elle ne savait pas comment se débarrasser. Elle va te le dire bientôt, avait écrit Jonas dans un email. Tu dois juste tenir bon. Joue le jeu gentiment encore quelques semaines. Une fois que nous serons au grand jour, tout sera différent. Au grand jour. La façon dont mon estomac s'est noué en lisant ces mots. Je ne sais pas comment le décrire. Comme si le sol s'était dérobé sous mes pieds, mais que j'étais toujours debout, d'une manière ou d'une autre. J'ai réalisé qu'il ne planifiait pas seulement un avenir. Il planifiait ma sortie de celui-ci. J'ai fermé l'ordinateur portable et je suis resté assis en silence pendant ce qui a semblé être 1 heure. Mon anniversaire avait été une performance. Ses excuses, son affection, tout était scripté, tout était livré pour maintenir les apparences jusqu'à ce qu'ils puissent exécuter le plan qu'ils avaient murmuré dans mon dos. Mais ce qu'ils ne savaient pas, ce que Belle avait complètement sous-estimé, c'est que je n'étais plus seulement l'homme qui lui écrivait des mots et achetait son propre gâteau d'anniversaire. J'en avais fini de jouer le rôle du gentil idiot. Je ne savais pas qui était réellement Jonas Rivera. Pas encore. Mais j'allais le découvrir. Et quand je le ferais, je m'assurerais qu'aucun d'eux n'oublie jamais qui j'étais. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis resté allongé à côté d'elle, le dos tourné vers le bord du lit, à fixer l'obscurité pendant qu'elle dormait comme quelqu'un sans secret. De temps en temps, elle bougeait et me frôlait, et je tressaillais comme si sa peau me brûlait. À 3h12 du matin, je me suis levé et j'ai marché tranquillement jusqu'à la cuisine, je me suis assis à la table avec le reçu d'hôtel toujours dans ma poche, et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Si Jonas Rivera était un fantôme dans mon mariage, j'allais lui donner un visage. Ça n'a pas pris longtemps. Les réseaux sociaux laissent des empreintes digitales partout. Il n'était pas sur Facebook, mais j'ai trouvé un profil LinkedIn avec le même nom, la même orthographe. Il travaillait dans le conseil en bien-être d'entreprise, quoi que cela veuille dire, basé dans la même ville. Le nom de l'entreprise correspondait à un fournisseur que Belle avait mentionné il y a des mois, quand elle prétendait qu'il réorganisait les avantages sociaux des employés. Je m'en souviens parce que je lui avais demandé s'ils allaient enfin ajouter les soins dentaires. Elle avait ri et dit que j'étais trop obsédé par les dents propres. J'ai creusé plus profondément. Instagram de l'entreprise, photos identifiées. Puis finalement, je l'ai trouvé. Jonas, fin de la trentaine, obsédé par le fitness. Un de ces types qui portent un sourire de cadre décontracté comme si c'était un costume. Et elle était là. Belle, sur l'une des photos d'un séminaire de team building qu'elle avait dit être obligatoire. Elle se tenait à côté de Jonas, riant de quelque chose hors champ. Sa main n'était pas sur son épaule, mais juste assez proche. Assez proche pour que cela raconte une histoire sans le toucher. Elle ne l'avait jamais mentionné. Pas une seule fois. Elle avait inventé Kellen comme un leurre pour me dérouter, pour laisser ma colère s'épuiser dans la mauvaise direction pendant que Jonas se déplaçait dans notre vie comme une ombre. Mais ce qui a suivi a tout empiré. J'ai trouvé un commentaire sous cette photo d'une femme nommée Darcy Wells. Il disait, « Contente de vous voir enfin travailler à nouveau ensemble. » Et quelque chose à propos de ce mot, « à nouveau », m'a fait marquer une pause. J'ai cliqué sur le profil de Darcy. Elle suivait Jonas. Elle suivait Belle. Elle suivait aussi quelqu'un d'autre que je reconnaissais, la sœur de ma femme. C'est là que le puzzle s'est tordu. Ce n'étaient pas des inconnus. Jonas n'était pas nouveau.
Il faisait partie de son monde avant moi. J'ai commencé à relier des points dont j'ignorais l'existence. Une vieille photo datant de plus de 10 ans. Une photo de groupe de ce qui ressemblait à un mariage. Et à l'arrière, à peine visible, une belle plus jeune assise à côté de Jonas. Ils n'étaient pas seulement des connaissances. Ils avaient une histoire. C'est là que le fond s'est effondré. J'ai cherché dans mes photos de mariage. Mes mains tremblaient en les affichant. L'une des photos de groupe de la famille éloignée, le genre que l'on ne regarde jamais vraiment 2 fois. Et il était là. Jonas, debout sur le côté. Recadré mais reconnaissable. Il avait été à mon mariage. Il m'a regardé l'épouser. Je ne pouvais plus respirer. Ma poitrine semblait s'être effondrée sur elle-même. Tout ce que je pensais savoir était pourri de l'intérieur. Ce n'était pas une nouvelle liaison. Ce n'était pas un moment de faiblesse. C'était une longue arnaque. Une histoire soigneusement masquée, enterrée sous des années de tromperie. Belle n'était pas simplement tombée en désamour. Il se peut qu'elle ne m'ait jamais aimé du tout. Je n'avais pas parlé à la sœur de Belle, Mallory, depuis près d'1 an. Elle et Belle s'étaient disputées après un voyage en famille où Mallory l'avait critiquée pour avoir toujours besoin d'un plan de secours. À l'époque, je pensais qu'elle était juste dramatique. Maintenant, je n'en étais plus si sûr. Cette nuit-là, après avoir trouvé Jonas sur notre photo de mariage, je suis resté assis dans le noir avec rien d'autre que la lueur de mon ordinateur portable et un seul contact allumé sur mon écran. J'ai hésité sur son nom pendant ce qui a semblé une éternité. Puis j'ai appelé. Ça a sonné 2 fois avant qu'elle ne réponde. « Everett », dit-elle prudemment. « Est-ce que tout va bien ?»« Pas même de loin », ai-je murmuré. « J'ai besoin de te demander quelque chose, et j'ai besoin que tu sois honnête. » Une longue pause. Je pouvais entendre sa télé en arrière-plan, quelque chose avec des rires enregistrés. Puis elle l'a éteinte. « Si c'est à propos de Belle, tu ferais mieux d'être prêt pour la réponse. » J'ai trouvé un reçu, ai-je commencé, la voix sèche, et des photos, et des emails, et Jonas. Au moment où j'ai dit son nom, elle a poussé un soupir qui semblait avoir été retenu pendant des années. Elle n'a pas demandé qui il était. Elle n'a pas fait semblant de ne pas savoir. Tu as découvert, dit-elle doucement. Je n'ai pas parlé. J'ai juste attendu. J'ai toujours pensé qu'elle te le dirait elle-même, a continué Mallory. Je l'avais prévenu que ça finirait par exploser. Mais c'est Belle. Elle pense qu'elle peut jongler avec le feu sans jamais se brûler. Dis-moi juste, ai-je marmonné. Depuis combien de temps ça dure? Il y eut une autre pause, puis la vérité. Avant toi, dit-elle. Elle et Jonas se voyaient par intermittence depuis l'université. Il a toujours été en arrière-plan. Même quand elle sortait avec d'autres gars, même quand elle t'a épousé. Je pense qu'elle t'a épousé parce qu'il était avec quelqu'un d'autre à ce moment-là. J'ai eu la nausée. Elle disait que tu étais stable, sûr, le genre de gars qui ne poserait pas de questions. Ces mots, pas les miens, a ajouté Mallory. Elle disait que tu lui donnerais la vie dont elle avait besoin pendant que Jonas était celui qu'elle voulait vraiment. Je suis resté assis là, dans un silence stupéfait. Je ne pouvais même pas pleurer. Il ne restait plus de chagrin. Juste une douleur froide et creuse qui avalait tout. Mallory n'avait pas fini. Il y a autre chose, dit-elle. Je ne devrais pas te le dire, mais tu mérites de savoir. Quoi? La fausse alerte de grossesse il y a 5 ans, tu te souviens? J'ai dégluti. Oui. Elle m'a dit que c'était une fausse alerte. Ce n'en était pas une, dit Mallory. Elle était enceinte et elle me l'a dit, m'a juré qu'elle n'était pas sûre de qui était le père. Toi ou Jonas? Ma gorge s'est serrée. Je me suis souvenu de ce mois-là. Je me suis souvenu de son état émotionnel, de sa distance, de son soulagement apparent quand elle m'a dit que ce n'était rien. Mais ce n'était pas rien. C'était un mensonge enfoui dans un sourire, enveloppé de silence. Elle m'a dit que si le test revenait un jour positif, elle ne dirait jamais la vérité à personne, dit Mallory. Pas même à toi. Je ne pouvais pas répondre. Je pense qu'une partie de moi s'est éteinte à ce moment précis. Belle ne m'avait pas seulement trompé. Elle avait écrit une version de notre vie dont je n'avais jamais vraiment fait partie. Je ne faisais que combler les vides jusqu'à ce que sa vraie vie revienne. Mais elle m'avait sous-estimé. Elle pensait que je resterais dans le brouillard pour toujours.
Maintenant, j'avais tout. Les emails, les enregistrements, la confession de sa sœur. Tout ce dont j'avais besoin, c'était le bon moment. Et ce moment est arrivé plus vite que je ne l'avais prévu. Je ne voulais pas d'une scène de ménage. Je ne voulais pas de vengeance, de drame ou d'exposition publique. Je ne voulais même plus d'excuses. Je voulais quelque chose qu'elle n'attendait jamais de moi. Une conclusion. Une conclusion réelle, indéniable, silencieuse. Alors, j'ai passé 2 jours à tout rassembler. Les captures d'écran des emails, l'enregistrement vocal, la photo d'elle et Jonas à notre mariage, une copie imprimée du reçu d'hôtel. Mallory a même accepté d'écrire une courte déclaration signée confirmant tout ce qu'elle m'avait dit. Il ne s'agissait pas de prouver quoi que ce soit au monde. Il s'agissait de me prouver à moi-même que je n'étais pas fou, que la douleur était réelle, que je n'avais pas imaginé la trahison. Puis j'ai écrit une dernière lettre. Pas poétique, pas émotive, juste des faits. Calme, honnête, finale. Je lui ai dit que je savais tout, que je n'allais pas me battre, ni supplier, ni essayer de réparer ce qui n'avait jamais été entier au départ, que j'espérais qu'elle trouverait ce qu'elle n'arrêtait pas de chercher, mais que ce ne serait pas avec moi. J'ai tout mis dans une petite boîte, je l'ai emballé de la même manière que j'emballais ses cadeaux d'anniversaire, soigné, attentionné, avec un petit ruban doré. Je l'ai laissé près de la porte d'entrée avec mes clés dessus. Elle n'était pas à la maison. Elle était allée dîner avec un collègue. Et cette fois, je me fichais de savoir de quel mensonge il s'agissait. Puis je suis parti. Je n'ai pas claqué la porte. Je n'ai pas jeté un dernier regard à la maison. J'ai simplement marché jusqu'à ma voiture avec la légèreté d'un homme qui avait enfin cessé de se noyer. Je suis resté chez un ami cette nuit-là. Le lendemain matin, j'ai reçu un texto d'elle. Pas de mots, juste une photo. C'était la boîte ouverte, les papiers éparpillés, sa main sur sa bouche. Elle ressemblait à une femme qui venait d'être frappée par une vérité qu'elle n'aurait jamais cru possible. Elle m'a appelé 13 fois. Je n'ai pas répondu une seule fois. Une semaine plus tard, les papiers du divorce étaient déposés. Propre, sans dispute, sans bataille d'argent. Elle n'a rien contesté. Peut-être parce qu'elle savait que la vérité ne ferait que plus de mal si elle était étalée au grand jour. Ou peut-être qu'elle a finalement réalisé qu'elle avait perdu la seule personne qui croyait vraiment en elle quand personne d'autre ne le faisait. Maintenant, ça fait 8 mois. J'ai recommencé à écrire, pour moi cette fois. Fini les lettres pour sauver quelqu'un d'autre. Juste des histoires pour me reconstruire. Je ne la déteste pas. Je ne l'aime plus non plus. Je suis juste libre. Ce qui est drôle, c'est que je pensais que partir signifiait perdre, mais parfois, c'est la sortie silencieuse qui fait tout gagner. Merci d'avoir regardé Reddit Confession. Commentez ci-dessous. Quel est un moment historique où quelqu'un est parti et cela a tout changé? N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer les notifications pour plus d'histoires vraies comme celle-ci.